L'ordre du jour est réduit puisqu'il est de seulement 9 questions. Il est important pour notre territoire puisque nous allons débattre justement des orientations budgétaires de cette année. Avant de procéder à l'appel, donc je vous propose qu'on puisse justement débattre de nos orientations budgétaires en fin de séance et donc de pouvoir passer toutes les questions administratives et donc de reporter la question 6 à 9, intervertir la question 6 et 9 pour qu'on finisse par le débat d'orientation budgétaire. Donc, Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Madame Marie Calero est excusée à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Laure David Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux est excusé, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, donner procuration à Monsieur Christian Perron, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigui est excusé, m'a donné pouvoir, et moi-même. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient, Madame Bompard, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 25 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Madame Bompard, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 3, il s'agit d'une convention de mise à disposition de locaux au sein du groupe scolaire Curie à Bolène auprès de la CCRLP. Ça va dans la continuité de la participation désormais, et je dirais de l'entente de la ville de Bolène avec la communauté de communes dans le cadre des compétences. Nous avons mis à disposition les services techniques en novembre dernier et nous continuons en mettant des locaux communs qui nous permettent de baisser les coûts, comme vous le verrez dans les orientations budgétaires 2022. Enfin, de travailler main dans la main pour l'intérêt des habitants de notre territoire. Il s'agit d'attribuer 3 bureaux d'une surface totale de 45,5 m² et d'un garage de 50 m², qui est donc à Curie, par la ville de Bolène, qui en est propriétaire et qui sont aujourd'hui inoccupés, afin de pouvoir travailler sur la question de l'entretien. Et c'est à ce sujet-là que nous délibérons. Donc il faut approuver les termes de la convention et m'autoriser à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Madame Bompard, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question suivante, il s'agit du renouvellement du règlement d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprise. Et donc, Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Merci, bonsoir. Donc, il s'agit effectivement ici de renouveler le règlement d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprise. Ces aides à l'immobilier d'entreprise, comme vous le savez, ont pour objet de favoriser la création d'entreprises commerciales et artisanales ou de favoriser leur développement et leur extension. Elles visent ainsi au maintien et au développement des activités commerciales et artisanales sur notre territoire, donc de la communauté Rhône-Lez-Provence. Donc la CCRLP a la volonté d'acter le renouvellement de ce règlement dans le nouveau cadre régional et conformément au schéma régional de développement économique. Ces aides à l'immobilier d'entreprise peuvent être accordées dans différents cas, dans le cadre d'une acquisition foncière, dans le cadre d'une location ou dans le cadre de travaux qui ont
vocation à permettre le développement ou la création d'entreprises, ainsi que l'accessibilité et la mise en sécurité de ces établissements. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver le renouvellement du règlement des aides à l'immobilier d'entreprise pour l'année 2022 et d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Non. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 5. Il s'agit d'un préambule au débat d'orientation budgétaire concernant le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur Perron. Donc ainsi, le décret du 24 juin 2015 vient confirmer cette prérogative et prévoit que les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, préalablement au débat sur le projet de budget. Donc, comme vous pouvez le constater, la collectivité compte 141 agents sur l'emploi permanent du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022. Les saisonniers et emplois non permanents ne sont pas comptabilisés. Il y a 87 femmes et 54 hommes. Il convient de souligner que 90% des postes sont occupés par des fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas dans toutes les collectivités. Comme les autres années, on constate un écart important entre l'emploi des femmes et celui des hommes dans la collectivité. En effet, 62% des agents sont des femmes, 38% sont des hommes. Cet écart significatif s'explique par la compétence en restauration collective et l'entretien des bâtiments dont le personnel est majoritairement féminin. En pages 2, 3 et 4, les détails est réalisé sur les 139 agents au lieu de 141 agents, car un poste de collaborateur de cabinet et un emploi aidé ne sont pas comptabilisés. En effet, selon la réglementation, ces emplois n'ont pas de statut, ni de filière, ni de catégorie. Donc il est proposé au Conseil communautaire de prendre acte de la présentation du rapport de la communauté de communes Rhône-Lens-Provence sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, préalablement au débat d'orientation budgétaire 2022. Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il des questions? Il suffit de prendre acte, donc je vous propose qu'on passe à la question non pas 6, mais à la question 7, pour qu'on puisse terminer avec le débat d'orientation budgétaire et qu'on règle les avenants de contrat et les aspects réglementaires des 3 questions 7, 8, 9. La question 7, il s'agit de l'avenant numéro 4 au fonds de concours pour la création d'une maison des associations à Mornas. Monsieur Perron. Alors, vu la délibération de la commune de Mornas du 23 avril 2018, sollicitant le versement d'un fonds de concours de 150 000 € concernant la création d'un espace de loisirs culturel et sportif sur le site dit de la Grande Plantade, vu la délibération du Conseil communautaire du 22 mai 2018, validant l'attribution de cette somme pour l'opération proposée, vu la délibération de la commune de Mornas du 4 février 2019 portant modification de l'affectation du fonds de concours vers le projet Maison des associations, vu la délibération du Conseil communautaire du 11 juin 2019 validant l'avenant numéro 1 à ce fonds de concours en modifiant l'affectation vers le projet Maison des associations, vu la délibération de la commune de Mornas du 21 mars 2019 sollicitant à nouveau une modification du montant du fonds de concours attribué pour le porter à 300 000 €, vu la délibération du Conseil communautaire du 9 juillet 2019 validant l'avenant numéro 2 à ce fonds de concours, en modifiant le montant donc à 300 000 €, vu la délibération de la commune du Mornas du 29 juillet 2019 sollicitant une modification du montant du fonds de concours pour le porter à 350 000 €, vu le règlement d'attribution des fonds de concours validé par le Conseil communautaire du 28 mars 2017, vu les avenants au règlement d'attribution de fonds de concours 1, 2 et 3 en date du 22 mai 2018, 11 décembre 2018 et 29 mai 2020, vu la délibération du 14 février 2022 de la commune de Mornas sollicitant à nouveau une modification du montant des fonds de concours pour le porter à 362 000 €, vu l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 15 février 2022, considérant que ce projet, dont le coût prévisionnel a été arrêté à 765 000 € hors taxe,
concernant une thématique visée par le règlement d'attribution des fonds de concours comme susceptible de bénéficier d'un fonds de concours, il est donc proposé au Conseil communautaire de valider l'avenant numéro 4 au fonds de concours qui ajuste le plan de financement ci-après. Donc le coût des travaux hors taxe, coût du projet, 765 000 €. Participation financière, donc la ville, 403 000 €. La CCRLP, 362 000 € pour arriver à un montant total de 765 000 €. Et d'autoriser, bien entendu, Monsieur le Président, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Madame Bompard, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, il s'agit de l'approbation du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, je me dois de vous dire que depuis la rédaction de cette délibération, l'avis rendu par le comité technique en date du 18 février 2022 est favorable. C'est un avis qui est public. Et il convient de regarder au travers de ce plan d'action, vous l'avez sur la pièce annexe. Donc le personnel compte environ 160 agents, tous statuts confondus, sur l'ensemble des 5 communes. Et le rapport sur la situation en matière d'égalité est établi au titre de l'année 2022, démontre que la collectivité donc, compte plus de femmes que d'hommes, M. Perron vient de le dire. Il y a plusieurs axes qui vont être développés, 4 axes. Évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadre d'emploi, grade et emploi de la fonction publique, favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle, et prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà ce qui est un plan d'action qui nous concerne aujourd'hui, mais qui est issu de la loi, et notamment sur la loi de la transformation de la fonction publique, qui a été, dans le cadre de l'accord relatif à être signé en novembre 2018. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui s'abstient? Madame Bompard, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 9, il s'agit du débat sur la protection sociale complémentaire, sans rentrer sous tous les articles. Aujourd'hui, on a le sentiment tout de même que la question du public se rapproche du privé, notamment sur la question de l'harmonisation de certains aspects, et notamment la prévoyance et la complémentaire. Des obligations qu'on n'avait pas dans la fonction publique, qui deviendront obligatoires en 2026 pour la complémentaire et en 2025 pour la prévoyance. En ce qui concerne la prévoyance, on n'a pas attendu 2025 puisqu'on l'a déjà à la CCRLP, vous l'avez dans le corps de la délibération, 10 € par mois au titre de la mutuelle prévoyance sous réserve de fournir une attestation de labellisation. Et donc nous allons travailler sur ces questions-là pour faire en sorte de nous mettre en conformité avec la loi d'ici 2026. Il convient donc de, vous avez la note explicative, de travailler sur ces dossiers-là avec l'ensemble du personnel. Et donc, c'est un débat que nous portons dans toutes les collectivités de France et, en l'occurrence, ce soir, à la CCRLP. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Abstention de Mme Bompard. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous propose qu'on termine par cette dernière question, qui est celle de discuter des orientations budgétaires de notre collectivité. Conformément à l'article L 2312-1 du CGCT, le budget de la communauté de communes est proposé par le président et voté par le conseil communautaire. Un débat a lieu sur les orientations générales et donc je laisse la parole au vice-président aux finances, M. Perron. Donc, présentation du rapport d'orientation budgétaire. Alors, considérant les 34 pages qui fait ce rapport d'orientation budgétaire, je ne vais pas vous en faire la lecture complète, mais je tenais à mettre en lumière certains points. Concernant l'année 2021, tout d'abord, en section de fonctionnement 2021 est marquée par 3 principaux éléments. Le premier, c'est la continuité des mesures mises en place au regard de la crise, dont les effets directs pèsent sur le budget de fonctionnement de la CCRLP, achat de masques, fonctionnement du centre de vaccination, de produits d'entretien et de désinfection et augmentation de la fréquence des prestations d'entretien dans les écoles, pour un montant annuel d'environ 250 000 € pour la seule année de 2021. Deuxièmement, la forte évolution des coûts de traitement des déchets qui influe également fortement sur les dépenses de fonctionnement. En effet, la tendance à la hausse
des prix de traitement des déchets, enfouissement ou incinération, ainsi que l'augmentation de la TGAP, enfin, taxe générale sur les activités polluantes, ajouté à la hausse du coût des carburants, entraîne une hausse des coûts de collecte, tri et traitement des déchets à l'échelle mondiale et constitue pour notre communauté de communes une dépense supplémentaire de plus de 350 000 euros sur la seule année 2021 et les augmentations qui arrivent en 2022. Enfin, la prise de la compétence mobilité par la CCRLP dont les charges ont été transférées depuis le 1er juillet 2021, mais pour lesquelles les attributions des communes membres n'ont pas encore été déduites, double charge budgétaire pour la CCRLP jusqu'à l'adoption du rapport de la CLET. Cette année 2021 présente donc environ 400 000 euros de dépenses exceptionnelles qui ne seront compensées qu'avec la reprise sur attribution des communes en 2022. Les dépenses de fonctionnement 2021 de la communauté de communes sont enfin toujours fortement marquées par le reversement de 46% de son budget de fonctionnement aux communes membres, alors que nous le rappelons-le, la moyenne de reversement des EPCI de l'ensemble des communautés de communes de France à ces communes membres s'élève habituellement à 23%, pratiquement le double. Concernant les investissements portés sur le territoire en 2021, la communauté de communes a poursuivi sa politique pluriannuelle d'investissement et a apporté plus de 9 millions d'euros de travaux sur nos communes. 2,6 millions d'euros investis dans le pôle de valorisation déchetterie, recyclerie et ressourcerie situé à Mondragon, 1,3 million d'euros reversés directement aux communes membres au titre des fonds de concours dont vous avez le détail dans le document, plus de 1,2 million d'euros pour poursuivre la rénovation et la sécurisation des écoles et les restaurants scolaires, 680 000 euros pour la protection des personnes et des biens dans le cadre de la compétence GEMAPI, plus de 630 000 euros investis dans le programme voirie communautaire, 1,330 million d'euros engagés dans le cadre du développement économique, avec notamment la construction de locaux commerciaux à la Motte, l'engagement de travaux à la Maison du Terroir et des bâtiments Aurillac à Bolène, les travaux également en zone d'activité et aide à l'immobilier d'entreprise. 500 000 euros pour les bâtiments culturels dans la chapelle Saint-Cyprien à Mornas, 267 000 euros pour la construction d'une station phytosanitaire. Ces investissements ont été portés par des financements propres, des subventions, mais également par le recours modéré à l'emprunt, permettant à notre collectivité de conserver sa situation financière très satisfaisante en termes notamment des ratios de désendettement inférieurs à 0,5 années. Concernant les orientations 2022, je dirais que nous sommes dans un contexte financier relativement défavorable, au regard notamment des deux principaux facteurs. Premièrement, la nécessité tout d'abord de constater la diminution de 2 600 000 euros de recettes en 2002, soit environ 10% des recettes de fonctionnement. En effet, en 2022, la CCRLP est particulièrement impactée par la baisse de moitié du taux de la CVAE, c'est une taxe professionnelle si vous préférez, qui entraîne une baisse de 1 500 000 euros de recettes fiscales et qui n'est pas compensée par l'État. Conjugué à la réduction des bases de la CFE aussi également, qui fait partie de la compensation de la taxe professionnelle du paravent, de moitié, donc qui a eu lieu en 2021 et qui entraîne une perte d'un peu moins d'1 million d'euros hors croissance des bases, auquel s'ajoute un manque à gagner supplémentaire de 200 000 euros environ. Deuxièmement, par ailleurs, il me paraît important de venir préciser le contexte économique général, qui est marqué par une inflation importante avec la forte hausse des prix des matières premières et du carburant, avec pour incidence les hausses de dépenses de fonctionnement de manière non négligeable. Concernant les dépenses de fonctionnement, il est indispensable de venir préciser en toute transparence le coût des traitements des ordures ménagères, dont l'évolution inéluctable doit être prise en charge par notre collectivité. Augmentation de la TGAP à 45 euros la tonne, inflation des coûts de carburant et envolée des coûts de traitement à la tonne doivent nous faire désormais réfléchir au rapport entre la fiscalité de la taxe d'ordures ménagères et le coût du service, depuis toujours largement compensé par nos budgets généraux. Comme vous le savez, le budget général, ce sont les contribuables et les entreprises qui l'abondent. De ce fait, nos administrés et notre tissu économique
paie la différence entre les recettes et le coût réel du service, et ce, uniquement pour les personnes assujetties aux impôts. Et par conséquent, ceux qui ne paient pas d'impôts se retrouvent exonérés d'une partie de cette taxe, et pourtant ils produisent des déchets comme tout le monde, ce qui engendre une injustice flagrante envers nos administrés. Le Conseil d'État considère que le produit de la taxe doit compenser les dépenses de fonctionnement. Par conséquent, le vote de la délibération fixant le taux devra, lors du prochain Conseil communautaire, en tenir compte. L'application du principe de proportionnalité en matière fiscale est incontournable et devra être prise en compte au sein de notre EPCI. À ce jour, et sans présager des augmentations à venir sur les prochaines années pour obtenir un équilibre, le taux de la taxe d'ordures ménagères doit être établi à 13,28% sur l'ensemble du territoire Rhône-Est-Provence. Elle est actuellement comprise entre 4,4 et 12%. Demain, au vu des augmentations irrémédiables des déchets, c'est un taux à 15% qui nous atteint et qu'il faudra appliquer pour couvrir la dépense de la collecte et du traitement des déchets. Dans un premier temps, une harmonisation d'un taux à 12% pourrait être envisagée pour Mornas, Mondragon, Napalus et Bolène. Seule la commune de la Motte, du Rhône et les habitations concernées, par une seule collecte par semaine dont le taux est inférieur à 6%, pourraient bénéficier d'un taux réduit à 8% au regard du nombre de foyers concernés et du service rendu. Enfin, la crise sanitaire continuera également probablement à peser encore sur notre budget de fonctionnement de la CCRLP. Pour cette année, nous devons donc le prévoir. Concernant les reversements aux communes dans l'attente des informations relatives aux compensations de fiscalité, il est prudent de ne pas s'engager sur des reversements de dotation de fonctionnement aux communes qui doivent pouvoir fonctionner de manière autonome. Concernant les dépenses d'investissement, la programmation des investissements se poursuivra dans le champ des compétences transférées à hauteur de 9,2 millions d'euros. Le budget principal pour 2022 prévoit la poursuite d'investissements forts tels que détaillés à la page 28 du rapport d'orientation budgétaire, dont le déploiement de la fibre, les fonds de concours, la manufacture, la maison des terroirs, les travaux sur les équipements scolaires, sportifs ou culturels, d'intérêt communautaire, d'importants travaux au titre de la compétence GEMAPI. Concernant les budgets annexes, donc le SPANC a rattrapé le retard et dû au confinement de 2020 avec 2021, 190 contrôles des 8 ans, ce qui se traduit par des niveaux de dépenses et de recettes inhabituellement élevés pour 2021, mais qui reviendront à la normale en 2022. L'Office de tourisme a pu mener sa programmation d'été dans sa quasi-totalité. Il est à noter la fin des travaux sur les zones de la croisière et des clastres, l'avancée des acquisitions foncières sur la zone Open Europark. Concernant le budget de la ZAND, celui-ci se clôture à l'issue de 2021. Et enfin, le budget annexe du pôle médical a connu une forte activité avec plus de 100 000 appels et 54 000 visites. C'est donc des budgets 2022 prudents qu'il faudra dresser dans ce contexte. Comme évoqué précédemment, la compétence mobilité, la compétence déchets ainsi que la crise sanitaire impactent fortement les charges de fonctionnement dues à la communauté des communes. Concernant les budgets annexes, le budget du SPANC se retrouvera en fonctionnement normal en termes de nombre de contrôles. Les budgets de la zone de la croisière et des clastres sont dans l'ensemble en bonne voie de commercialisation. Sur le budget annexe ZAC Pan Europark, les acquisitions progressent, tandis que la vente a déjà été validée par le Conseil communautaire le 30 mars 2021. Le budget de l'Office de tourisme prévoit des actions de promotion du territoire qui sont à l'heure actuelle conditionnées à la situation sanitaire. Et le pôle médical devrait s'agrandir avec l'installation de nouveaux praticiens au rez-de-chaussée du bâtiment B. Voilà, Monsieur le Président, ce qu'on peut évoquer et ce qui ressort du DOB. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Perron. Y a-t-il des interventions? Madame Bompard. Oui, alors une intervention très courte, puisque rien de nouveau sous le soleil de cette intercommunalité. Ce DOB est même un aveu de l'inaction et de la stagnation de votre collectivité, enfin de votre gestion, parce que la collectivité est autre chose. Alors d'abord des chiffres vertigineux pour bien mettre l'accent sur ce qui se passe. Alors quels chiffres? Une explosion des frais de fonctionnement
64% d'augmentation entre 2017 et 2021. On était à 4,6 millions en 2017. On passe aujourd'hui à 7,6 millions, presque doublement de ces frais. Je ne suis pas sûre que les compétences que vous exercez aient doublé dans le même temps. Je pense au contraire que certaines se sont même ont fait le régime un peu, sont amaigries. Les frais de personnel aussi ont doublé quasiment entre 2017 et 2021. Et j'ai pas l'impression non plus, et les habitants non plus, n'ont pas l'impression d'avoir, comment dirais-je, reçu des services supplémentaires. Hein. Ensuite, la dette. Ben, la dette, 24 millions d'euros en caisse quand vous êtes arrivé, en 2014 donc. 24 millions d'euros, ce qui est quand même un petit trésor. Je le rappelle que plusieurs fois, le préfet de Vaucluse, en réunion, a cité cette richesse incomparable par rapport aux autres. Et aujourd'hui, on voit qu'on a maintenant un déficit de 3 millions d'euros. Il faut quand même le faire, passer d'un budget positif, ultra positif, à 3 millions d'euros de dette, et avec des perspectives en plus négatives. Hein. Alors, on dépense de l'argent. Vous m'avez reproché hier de dépenser de l'argent. Mais quand je dépensais de l'argent, avec cette collectivité de Bolène, on laissait des réalisations. On laissait beaucoup de réalisations, que vous niez, certes, mais que grâce à Dieu, dans la presse, on peut voir que, par exemple, le BMX profite à beaucoup de jeunes, y compris à des Européens qui vont séjourner quelques jours sur la ville. Ça, c'est pas votre réalisation. La restauration comment dirais-je, la création de la collégiale que vous méprisez, que vous condamnez, dont vous ne savez pas vous servir. D'ailleurs, vous êtes juste capable de dire, vous augmentez, ça nous fait des frais. Ben oui, ça vous fait des frais. Ici aussi, il y a des frais. Et pourtant, à l'époque, j'avais demandé à monsieur Lambertin que nous mutualisions les immeubles, puisque nous avions en commun des immeubles, et que je crois que ça aurait été bon de le faire, mais votre prédécesseur n'avait pas voulu non plus, ce qui est dommage, mais du coup, ça engendre des coûts supérieurs. Les mutualisations, je vous ai proposées, vous les avez jamais voulu, pas plus que monsieur Lambertin d'ailleurs. Enfin, je parle de monsieur Lambertin, je parle pas de vous. Ah, merci. Oui, je parle de monsieur Lambertin. Donc, voilà, les frais depuis la création de cette intercommunalité. En fait, pas de réalisation, mais beaucoup de dépenses de fonctionnement, comme j'ai dit, dépenses de personnel, endettement, 3 millions, puis vous annoncez que vous allez emprunter encore 1,5 million. Comment fait-on pour emprunter 1,5 million quand on a eu 24 millions de caisse et qu'il n'y a aucune réalisation spectaculaire? Vous allez me dire, oui, j'ai donné les fonds de concours, les fonds de concours, vous aviez l'argent pour les donner. Donc, vous n'allez pas serrer la ceinture. Au contraire, vous l'avez pour vous-même, je dirais. Pas pour le territoire. Pour vous-même, vous avez lâché la bonde. Alors, ce qui est triste aussi, c'est que de voir vous annoncer toujours les mêmes projets. Ça en est presque risible. Et chaque fois, on reparle du cinéma. J'en ai parlé hier soir. De la maison du terroir. Ça fait des années et des années qu'on entend parler de ça. Alors, j'espère que le cinéma va reprendre des forces, puisque je me suis renseignée un petit peu. Il semblerait que les cinémas, malheureusement, la fréquentation perdue au moment du Covid ne ramène pas de monde. Et puis, c'est très bien d'avoir un deuxième cinéma, mais je ne suis pas sûre que pour le développement économique, quand les films ont lieu à 21h et que que la ville est éteinte, je ne vois pas où est le développement économique. Mais je ne critique pas la salle de cinéma en soi, mais je dis que pour du développement économique, il faut quand même trouver d'autres idées. Pour créer de l'emploi, il faut d'autres idées. Vous n'avez pas créé d'emploi, vous n'avez pas créé d'entreprise, au contraire, certaines sont parties, comme je l'ai dit hier, mais vous continuez d'afficher le cinéma, la maison des terroirs, et c'est ça, comme je vous le disais, c'est tout à fait dramatique. J'ai dit risible tout à l'heure, mais je pense à dramatique. Alors, il y a un petit motif d'espoir. Là, vraiment, j'étais contente, parce que vous avez le tourisme depuis 2017, et on voit que vous avez réalisé enfin
le plan de la ville de Bolène, puisque j'ai eu la surprise, en allant au conseil municipal, quelquefois, de prendre un plan, 1 ou 2 fois. Et j'étais toujours, alors j'étais très flattée, hein, d'être toujours en photo sur le plan, alors que vous aviez cette compétence dès 2017. Aujourd'hui, on voit que le plan est fait, ce qui est quand même remarquable au XXIe siècle, où on a quand même des moyens de communication, d'impression. Non, mais on voit là toute l'énergie que vous mettez pour le tourisme, où j'ai vu d'ailleurs qu'on perdait 22 000 euros, je crois, mais tout ça maintenant devient tellement risible. Alors, donc je disais 2017, oui, vous affichez des millions, c'est ça, et puis on voit un chiffre, 20 000 euros pour le développement économique. C'est votre chiffre, 20 000 euros. Bah, je trouve que pour une intercommunalité de 23 000 habitants, avec un taux de chômeurs aussi important, c'est pas gai, c'est pas florissant et ça n'apporte pas la confiance dans le territoire. Alors c'est encore une année de perdu, parce que endettement, inaction, et vous annoncez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir emprunter encore 1,5 million. Donc je crois que cette collectivité, vous avez mis une empreinte très forte avec vos photos, avec vos journaux, avec vos parutions. Malheureusement, toute votre activité s'est arrêtée là. Et je crois que il est dramatique que vous n'ouvriez pas les yeux et que vous ne voyiez pas ce qui se passe autour de vous et que vous restiez dans cet immobilisme devant ces dépenses tout le temps. Et je crois que la Chambre régionale des comptes a fait, avant moi, une analyse pertinente et qui vous a pas laissé. Alors bien sûr, vous avez sorti un journal pour dire que tout allait bien. Malheureusement, quand on a le document en main, on s'aperçoit que, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. Donc voilà, je pense qu'heureusement que vous avez eu 24 millions en conclusion, 24 millions d'euros en caisse quand vous êtes arrivé, parce que si vous n'aviez pas eu ce montant, je pense qu'il y a longtemps que l'intercommunalité serait en grande faillite. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Mossy. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. J'ai 6 points abordés. Souhaitez-vous que je les aborde séparément ou d'un seul coup? Donc, vous pouvez tout aborder, il n'y a aucun problème. Merci, Président. Le premier concerne les dotations et les compétences, et notamment la dotation globale de fonctionnement. Apparemment, on perd des dotations car on n'a pas assez de compétences. Et si je prends le rapport de la Cour des comptes, il disait en effet que, faute d'avoir pris certaines compétences, on se pénalisait. Et vous avez, page 6, vous-même fait le calcul pour expliquer que l'indicateur de la part de compétences était à un niveau trop bas pour percevoir un maximum de dotation globale de fonctionnement. Ma question sur ce point est simple. Quelles compétences faudrait-il rajouter pour avoir plus de recettes? C'est toujours une question qu'on se pose, c'est comment augmenter les recettes et éventuellement comment diminuer les dépenses. Donc j'aimerais qu'on aborde ce point et savoir si, en ayant des compétences supplémentaires, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame Bompard, nous pourrions avoir plus de dotations. Le deuxième point concerne les produits 2022 et le chapitre 70, les produits de services et la vente de services. Je fais un petit retour en arrière et je m'en excuse, mais indirectement, en votant le budget, on va entériner une décision prise dans le cadre du règlement intérieur, dont il n'y a rien à dire, article 22 du règlement intérieur, qui est l'augmentation du prix de la cantine, qui est de l'attribution du bureau exécutif de la communauté. Au mois de juillet, j'ai appris par des familles et des agents de la communauté l'augmentation du prix de la cantine de 2,39 à 3 €, soit une augmentation de 25%. Nous avons pu lire dans le dernier journal de l'Interco des explications de cette augmentation. Pour autant, en tant que conseiller communautaire, j'aurais souhaité être informé de cette augmentation qui aurait pu être progressive. Par exemple, passer à 2,50 €. J'ai écrit à Monsieur le Président et à Madame la Directrice Générale des Services pour obtenir des réponses par email le 23 juillet que je n'ai pas eu. Un rapide calcul à travers le rapport d'activité 2020.
la revue ou le journal de janvier de la communauté permet de calculer rapidement et approximativement ce que cela représente. Nous servons 220 000 repas par an et 59% sont des repas... 285 000, monsieur Mossy, pas 220 000. J'ai pris les chiffres de 2020, ceux qu'on m'avait donnés. Voilà. Mais vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. On peut toujours jouer sur quelques euros. Ce qui compte aussi, c'est le global. 59% de services scolaires. Si on m'avait donné les chiffres, je donnerais les bons chiffres, sans problème. Ça représente 130 000 repas scolaires, on va dire les 140 000, 150 000 si vous voulez, à 61 centimes. Ça représente entre 80 et 90 000 euros. Encore une fois, je ne suis pas à 10 000 euros près là-dessus. Je regrette la non-discussion sur ce sujet et la non-information. Il faut savoir, encore une fois, qu'une famille sur 4 dans notre canton vit sous le seuil de pauvreté. L'école est un lieu, certes, d'instruction et d'éducation, de vivre ensemble, mais malheureusement aussi, en France et dans notre canton, un lieu de nutrition. 60% des enfants en France mangent à la cantine. Seulement 35% des enfants dont les familles sont atteintes par le seuil de pauvreté. Et on sait qu'en augmentant la cantine, c'est ces familles-là qui iront encore moins à la cantine. L'alimentation pour certains, et certes, l'école doit être un lieu aujourd'hui, c'est la politique gouvernementale, d'éducation de l'alimentation. Mais pour certains, c'est plus que ça, c'est un lieu de nutrition nécessaire au développement physique et psychique de l'enfant. Donc, je pense que sur un budget de 30 millions, certes, une partie, on a dit tout à l'heure, 40% revient aux communes, on peut trouver une économie de 80 000 euros pour augmenter progressivement la cantine. Alors, on peut me citer des chiffres qu'ailleurs c'est plus cher, qu'ailleurs c'est moins cher. Peu importe, moi, ce qui me préoccupe, c'est ce qui se passe sur notre territoire. Troisième élément, c'est nous avions parlé des conventions de mise à disposition du personnel. Or, les charges de personnel représentent, suivant les calculs qu'on fait, entre 16 et 30%, si on enlève la dotation faite aux communes. Donc, je pense que c'est important qu'à un moment donné, le conseil communautaire, comme je l'avais déjà demandé, ait la liste des mises à disposition dans les deux sens, commune vers communauté et communauté vers commune. Concernant les déchets, et j'improvise, je ne suis pas intervenu la dernière fois, monsieur le vice-président chargé des finances a raison, les déchets vont coûter de plus en plus cher, d'autant plus que nous fabriquons de plus en plus de déchets. Or, la meilleure des actions sera de réduire ces déchets. Et certes, on a toujours tendance à se comparer avec les plus mauvais. Dans tous les ratios, j'étais chef d'entreprise, je sais très bien comment il faut faire, il faut prendre les ratios qui vous arrangent et vous gardez bien les voyants qui vous arrangent. Monsieur Perron, je vous ai écouté, je n'ai pas marmonné à aucun moment. S'il vous plaît, allez-y. C'est Allez-y. tout. Monsieur. J'aimerais que vous respectiez un peu la parole des autres. Merci, merci. S'il vous plaît. J'ai jamais eu de problème de, comment dit-on, de corruption ou d'autres. Et vous pouvez vous renseigner là-dessus, monsieur Perron. Et j'en dirai pas plus. Voilà. Moi aussi. Et on verra le dernier point d'ailleurs. Donc concernant les déchets, oui, on est à 340 kilos. Nos déchets ont augmenté sur une année. Je sais que Madame Ricard ne me contrariera pas là-dessus. Nos voisins, certains voisins, sont à 220 kilos, 240 kilos. Alors, nous avons certes un handicap, c'est que nous sommes partis tardivement sur ce dossier, puisque d'autres communautés de communes, depuis 30 ans ou 40 ans, ont ce dossier en main et l'ont en régie. Et quand on est en régie, on a tendance à vouloir diminuer ces déchets. Autre point, le pôle médical. Le pôle médical, là aussi, je suis plutôt en désaccord avec certains qui disent qu'il faut avoir le moins de compétences possible. Le pôle médical, on devrait
avoir un accord en tant que maison de santé. Et je confirme et je redis, puisqu'un Mondragon me dit le contraire, que c'est une action entre l'ARS et la collectivité locale, point final. Ça concerne les professionnels de santé si on veut passer un quota territorial de professionnels de santé. Et ce sont des recettes complémentaires et supplémentaires pour notre communauté que je propose. Ce n'est pas des dépenses en plus, c'est des recettes en plus. Et dernier point, je m'excuse d'être long, mais finalement, n'est-ce pas notre rôle de s'exprimer, concerne l'indemnité des élus. La loi du 17 février 2014 prévoit, dans ses articles 92 et 93, je cite, que les tableaux récupératifs des indemnités des élus soient publiés chaque année en annexe du budget. Ces tableaux devront faire mention, outre les indemnités de fonction perçues au titre des mandats et fonctions exercées dans les syndicats ou sociétés mixtes, ceci à compter de décembre 2021. Et c'est la loi, Monsieur Perron, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous déplaise. Il est certain, et je suis d'accord, que les élus doivent être dédommagés en même temps. Il est normal qu'une transparence et un écrêtement quand certaines sommes sont attribuées. S'il vous plaît. La transparence évite certaines polémiques. S'il vous plaît, Monsieur Perron. Monsieur Perron, s'il vous plaît. Attendez. Monsieur Perron, s'il vous plaît. Monsieur Perron, s'il vous plaît. Finissez, monsieur. Finissez, monsieur Mossy. Monsieur Perron, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Mossy. Je vous en prie. La transparence invite certaines polémiques et discussions. C'est pourquoi je souhaite que nous soit communiquée cette annexe lors de la présentation du budget. C'est une simple demande qui évitera toute polémique à l'avenir. Et je dis encore une fois haut et fort que c'est normal que les élus soient rémunérés parce qu'ils passent du temps, que c'est de plus en plus de responsabilités et c'est normal. Voilà. Par contre, je vous rappelle que, pour connaître un peu le sujet, la haute autorité de la transparence de la vie publique ne concerne pas que les indemnités, mais aussi toutes les actions que l'élu peut avoir et toute la prudence qu'il doit avoir dans ses actions. J'ai dit. Bien. Écoutez, je vais reprendre un peu ces orientations budgétaires rapidement, mais je pense que c'est important parce que ce qui a été dépeint n'est pas forcément la réalité. Et même si je n'attendais pas plus de l'extrême droite, comme d'ailleurs on est habitué depuis longtemps sur ce territoire, je veux quand même préciser quelques points qui me semblent importants dans un exercice du compte administratif 2021. Et d'ailleurs, j'en suis très heureux au nom de la majorité de présenter ces orientations budgétaires dans un contexte contraint, bien évidemment, ce qui me donne l'occasion de saluer la direction générale des services et la direction des finances et tout le personnel qui a fait un travail remarquable à ce sujet, et de saluer le travail du vice-président Perron sur la question des orientations budgétaires. Exercice compliqué, vous l'avez compris, dans un contexte contraint, la question de l'État et de la réforme du président Macron sur les impôts de production touche de plein fouet notre collectivité. On s'est assis sur 2,6 millions, M. Perron l'a dit, nous allons continuer à le faire. En contrepartie, la taxe générale des activités polluantes passera de 24 € la tonne en 2019 à 65 € la tonne en 2025. Force est de constater que tout coûte très cher et que l'État se repose sur les collectivités pour le faire payer aux contribuables. Nous devons donc amortir cette hausse et faire un budget qui résiste, je le dis partout, mais je l'assume pleinement, qui résiste à la morosité ambiante, à la sortie de 20 mois de Covid-19. Nous avons toujours été là pour les entreprises et pour l'activité de notre territoire, et heureusement d'ailleurs que nous l'avons été, quand d'autres ont été défaillants. Centre de dépistage, centre de vaccination, accompagnement de près de 750 000 € avec le président de région Muselier sur l'activité économique, parce que nous avons voulu maintenir l'activité économique quand d'autres se sont retirés ou quand d'autres se sont appuyés sur des hôpitaux pour faire des centres de dépistage, des centres de vaccination. Je veux juste préciser, même si certains ont pour habitude de noircir le tableau, qu'en page 10 du rapport d'orientation budgétaire, nous finissons encore une fois, comme nous finissions, je le présentais hier à la ville avec un excédent historique, nous finissons avec un résultat de clôture, chère madame. Je vois que ça vous fait rougir et je vois que vous êtes habillé de la bonne couleur aujourd'hui pour
préciser que nous avons 5,4 millions de résultats de clôture. Madame, je vous ai écouté, madame, je vous ai écouté, madame, je vous ai pas insulté, je ne vous ai pas insulté. Si l'extrême droite est une insulte, alors, très bien. Je l'ai vu aux dernières élections. Je l'ai vu en 2020, en 2021. Ce serait sur les résultats de clôture. Nous avons un résultat de clôture de 5,4 millions d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres et la gestion de la collectivité, page 10 sur 34. C'est la première approche du compte administratif. Force, une nouvelle fois, est de constater qu'il y a ceux qui veulent ternir le tableau, et puis il y a les résultats, et les résultats sont là, et j'aurai l'occasion d'en discuter. Je pensais pas que, mais je pense que, comme pour un précédent débat d'orientation budgétaire, vous ne seriez pas allé sur cette comparaison complètement farfelue qui vient comparer l'activité de notre intercommunalité en 2017 et l'activité de notre intercommunalité en 2021, parce qu'entre 2017 et 2021, l'intercommunalité a pris 12 compétences nouvelles, et que ce que nous comparions en 2017 avec 12 compétences de moins, et naturellement les 3 millions de charges en moins est évident, et tout le monde pourra le comprendre. Et d'ailleurs, madame, 2017, les déchets, le tourisme, 2018, les équipements scolaires, les équipements sportifs, culturels, tout le monde a pu d'ailleurs remarquer, et d'ailleurs vous l'a dit au travers des urnes, que l'intercommunalité, quand elle a repris des compétences qui avaient été abandonnées sur le territoire, a pu moderniser, arranger, réparer un centre aquatique en perdition, des écoles complètement abandonnées, ce qui a généré des charges, bien évidemment, que vous n'aviez pas mis et qu'il a fallu mettre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, nous avions mis sans récupérer de l'attribution de compensation, tant il avait été rien fait dans certaines parties du territoire. Par contre, j'aurais pu, mais si vous aviez été plus constructive, le débat sur la question pourquoi 2020 et 2021, alors qu'il n'y a pas de compétences nouvelles, il y a une augmentation sensible des charges à caractère général. Vous ne posez pas la question, mais je vais quand même vous répondre. Nous avons 1,1 million d'euros de plus de charges à caractère général entre 2020 et 2021, ce qui fait de 6,5 millions à 7,6 millions, parce que nous avons pris 450 000 euros de mobilité. Le 1er juillet, la compétence transport a été transférée à l'intercommunalité. Nous avons récupéré 450 000 euros et nous n'avons toujours pas défini la question des attributions de compensation. Donc nous avons fait tourner la boutique sur cette compétence sans récupérer l'attribution de compensation sur la question des transports et de la mobilité. Nous avons eu aussi un rattrapage et un avenant sur le traitement des ordures ménagères. Le rattrapage de 2020 a été porté sur le budget 2021 et ce rattrapage s'estime à 500 000 euros. Vous l'aurez compris, 950 000 euros déjà avec cela. Et ensuite, 150 000 euros entre le centre de vaccination, le personnel contractuel, puisque le personnel fonctionnaire est dans le 012 et pas dans le 011, et les denrées alimentaires dans le cadre de la loi Egalim, le bio, le menu végétarien, etc., qui a augmenté le prix de la cantine. Et j'en dirai quelques mots pour répondre à M. Mossy dans ton interpellation tout à l'heure. Mais je pensais que vous auriez remarqué, par contre, que les charges de personnel au 012 baissent de 2020 à 2021 par l'effort à la fois de la mutualisation de services entre l'intercommunalité et la ville-centre, et puis aussi parce que nous commençons à voir dans les transferts, je dirais, ratés, ceux qui finalement n'ont pas été effectifs, puisque le personnel n'a jamais été vu au sein de la communauté de communes, de ces personnes qui partent à la retraite, des transferts de 2017, de 2018. Je sais que ça vous embête, mais c'est tellement vrai. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, elles ont augmenté d'environ 2,5 millions d'euros en 2021. Là aussi, j'attendais à ce que vous puissiez poser la question, parce que ça aurait pu être significatif. Mais nous avions mis une dotation de solidarité communautaire en 2020 de 700 000 euros, que nous avons porté à 2,2 millions en 2021, d'où cette contribution importante. Et si je peux apporter une première réponse à M. Mossy, quand on est à 46% d'accompagnement des communes sur le territoire, bien évidemment que le coefficient d'intégration fiscale est très très bas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le législateur dit si l'intercommunalité se paye le luxe d'accompagner directement les communes, alors elle n'a pas besoin de dotation d'État, et c'est bien à ce titre-là que le fait. Et encore, on passe et on frôle la correctionnelle parce que certaines collectivités sont dans le négatif. Nous avons une dotation globale de fonctionnement qui est nulle, mais elle aurait pu être négative pour accompagner les collectivités qui souffrent d'un peu plus de difficultés, et à ce titre-là, on aurait pu rendre de l'argent à l'État. Donc vous voyez bien que là-dessus, on a été plutôt vigilant.
la hausse du nombre de repas produits par la cuisine centrale et le coût de l'alimentation. Je rappelle qu'en 2022, toutes les collectivités de France vont prendre 40% d'augmentation de la tarification de l'électricité et de l'énergie, et que cette tarification-là est extrêmement répercutable sur la question de la production des repas. Mais j'en dirai un mot tout à l'heure pour vous répondre. En 2021, via la dotation de solidarité communautaire et les attributions de compensation, la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a reversé 13 870 000 euros aux communes du territoire, soit par le dispositif de l'attribution de compensation, soit par le dispositif de la dotation de solidarité communautaire. C'est donc le choix que nous avons fait d'être une collectivité qui accompagne les investissements communaux pour faire en sorte de répondre au mieux aux attentes de nos habitants. Sur un sujet qui est majeur, et l'a rappelé Christian Perron, c'est la question de l'évolution des recettes. Je ne rentrerai pas dans le détail du tableau sur l'évolution des recettes, mais là aussi, vous avez vu que une partie de ce débat d'orientation budgétaire, nous avions 23,6 millions d'euros de dépôts de taxes. En 2017, nous en avons désormais 20,5. Nous avons perdu 2,5 millions de fiscalité par ce que nous avons dit, qui est important, parce que pour partie pas compensé par l'État, malgré qu'il s'y était engagé. En 2021, notre budget a été grévé de 800 à 900 000 euros par la diminution de 50% de la CFE. Et en 2022, nous attendons, je disais 2,5 millions, 2,6 millions d'euros gelés par la fiscalité sur la question de l'impôt de production, qui touche typiquement la typologie de nos entreprises sur notre territoire. Voilà ce qu'il en est. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, mais je le dirai tout à l'heure, la question des investissements est conséquente. 2,6 millions d'euros ont été investis dans un pôle de valorisation de déchetterie, de recyclerie et de ressourcerie. Plus d'1,3 million d'euros ont été versés aux communes au titre des fonds de concours. Plus d'1 million d'euros ont permis de poursuivre la rénovation et la sécurisation des équipements scolaires. 730 000 euros investis pour la Maison du Terroir. 680 000 euros pour la protection des personnes et des biens dans le cadre de la compétence GEMAPI. Et c'est un budget qui est majeur pour la première fois sur le territoire qui a été investi. 570 000 euros pour la création de commerces à la Motte-du-Rhône. 500 000 euros pour les bâtiments culturels, 270 000 euros pour la construction et l'accompagnement des agriculteurs dans le cadre des aires de lavage phytosanitaire, et 187 000 euros pour la restauration collective, notamment sur les passages en self qui permettent justement de réduire le temps méridien pour les enfants de notre territoire. Voilà ce qui est la réalité de l'exercice 2021, avec un résultat qui est plutôt remarquable, et je regrette que vous ne l'ayez pas vu. Dans les orientations 2022, on a parlé de 2021, la crise sanitaire, etc. La mutualisation des services, elle continue. La CCRLP est devenue compétente, je le disais, sur la question de la mobilité. La CLECT a été réunie pour examiner ce coût de transfert. Aujourd'hui, sur le budget 2022, il est proposé, au chapitre donc, sur la question des produits et notamment des recettes nouvelles, une orientation forte de notre majorité, celle de s'occuper de l'éducation et de l'enfance-jeunesse. Nous l'avons dit, mais nous continuons à le faire. C'est un service jeunesse qui verra 4 animateurs supplémentaires, un directeur multisite, un point info jeunesse, 2 sites d'accueil supplémentaires qui portera à 4 accueils jeunes, qui comptera demain notre territoire. Sur les charges à caractère général, juste venir préciser en effet la question des déchets, mais j'y viendrai un peu plus précisément tout à l'heure. Enfin, sur les effets directs qui pèsent sur le budget, je veux juste rappeler qu'en 2021, 600 000 euros de notre budget a été consacré à la Covid-19, sans forcément de contrepartie de l'État, mais nous l'avons fait pour assurer un confort à nos populations qui étaient contraintes d'aller soit à l'hôpital d'Orange, soit à l'hôpital de Montélimar, si nous n'avions pas fait ces centres de vaccination ou de dépistage. En ce qui concerne les valorisations, et notamment sur la question des programmations des investissements. Bien, nous ne manquons pas d'ambition cette année dans ce contexte un peu contraint, je le reconnais bien volontiers. 9,2 millions d'euros d'investissements portés au budget 2022. Certains y voient une caricature qui est toujours la même. Le développement économique ne se résume pas à 20 000 euros. Et si vous aviez bien regardé, les 20 000 euros, c'est la signalétique. Mais nous porterons bien à plus d'1,5 million la question du développement économique. Et puis nous avons fait, je crois, plus sur la ZAC que vous avez voulu à tout prix en
en 2009 et que finalement vous n'avez pas su gérer ou si l'on fait payer plusieurs fois aux contribuables bolénois. Mais en ce qui concerne les dépenses et les recettes retracées, je veux juste préciser que l'emprunt que nous avons fait porter est un emprunt structurant sur une compétence structurante, celle de la déchetterie. Ce n'est pas normal que ce soit les contribuables actuels qui payent la totalité d'un équipement qui va être porté sur plusieurs générations, comme d'autres l'ont fait à Bolène sur la station d'épuration, qui est portée sur plusieurs années parce que plusieurs générations se succéderont. Je veux juste simplement préciser que les ratios, au-delà des endettements qu'il y a pu avoir avec le transfert du syndicat des digues et d'autres organismes, que nous sommes dans une situation financière très satisfaisante, contrairement à ceux qu'on peut laisser entendre. Donc voilà la réalité d'un budget, qui est un budget d'accompagnement, de faire de la jeunesse et de l'enfance une priorité sur notre territoire, de faire en sorte d'accompagner au mieux la question du développement économique, qui me permettra de répondre une nouvelle fois à M. Mossy pour la question des compétences supplémentaires. Concentrons-nous à développer de nouvelles zones d'activité, à créer de nouvelles ressources et de nouvelles fiscalités pour faire en sorte que notre territoire puisse avoir une assiette fiscale qui soit plus confortable avec les pertes que nous connaissons sur ce sujet. Alors, je veux quand même répondre, parce que des mensonges répétés plusieurs fois n'en font pas des vérités, mais comme finalement vous disiez très bien que ça fait des années qu'on parle de ça, je crois que ça fait des années que vous parlez de ça, et vous parlez tellement de ça depuis des années que vous finissez par vous en convaincre. Mais que la réalité des chiffres est beaucoup plus ténue que ce que vous pouvez vociférer à longueur de séances du Conseil intercommunal. Sur la question des perspectives négatives, il n'y a aucune perspective négative. Il y a beaucoup de collectivités qui voudraient, avec les ressources que nous avons, faire des investissements à hauteur de 9,2 millions d'euros sans avoir recours à l'emprunt, puisque l'emprunt que vous avez vu, mais là encore une fois, si vous veniez aux commissions finances pour laquelle vous êtes membre et dont je ne vous ai pas vu une seule fois, pourrait prévoir justement la question de cet emprunt d'équilibre qui vient équilibrer les budgets, comme d'ailleurs vous l'utilisiez à outrance durant les 12 dernières années à la ville de Bolène, et dont vous nous faites aujourd'hui le procès de quelque chose dont vous avez coutume de faire, et qui permet justement de ne pas avoir recours à l'emprunt, mais simplement d'afficher un résultat de clôture sur l'exercice que nous projetons. Vous parlez de mutualisation des immeubles. Alors, M. Lambertin n'est pas là, et pour des raisons de santé, donc je ne veux pas parler en son nom, mais la mutualisation des immeubles est quand même assez surprenante, chère madame, parce que quand nous avons transféré la question des services techniques, alors que nous pouvions mettre le personnel intercommunal dans les ateliers techniques de la ville de Bolène, vous avez refusé à ce que les agents de l'intercommunalité puissent venir partager les locaux des ateliers techniques de la ville de Bolène, ce qui a monté, je le rappelle, une location de 60 000 € par an des ateliers de l'intercommunalité dans les anciens APL camping-car de la Palue, et dont nous avons fait l'économie dès lors que nous sommes arrivés en élus responsables pour faire en sorte de faire réduire le coût aux contribuables auxquels vous pensez que lorsque vous en avez envie. Sur la question des emplois, je suis très surpris par votre question, mais finalement, c'est ce qui vous caractérise le plus, c'est-à-dire de reprocher aux autres ce que vous n'avez pas su faire. Parce que ce soit sur la zone d'activité Notre-Dame, que ce soit sur la zone d'aménagement concerté ZAC-Pan-Europarc, où nous sommes en train de finaliser, et vous le verrez très prochainement, la commercialisation des 120 hectares, que vous n'avez pas su d'ailleurs commercialiser, que vous avez fait payer aux contribuables plusieurs fois. C'est Mavas, c'est MIB, Ville de Bolène, intercommunalité, c'est-à-dire le Bolénois. Alors, l'habitant de l'interco l'a payé peut-être une fois, l'interco à la ville de Bolène, mais le Bolénois l'a payé facilement 3 fois à 12 € le mètre carré. Mais là, ça ne vous pose pas de difficultés particulières, parce que c'était vous qui étiez aux manettes, donc tout ce que vous faites est plutôt intéressant. D'ailleurs, tout ce que vous faites est plutôt intéressant. Je suis surpris que, comme vous nous reprochez aujourd'hui, de ne pas avoir mis au pilori ou d'avoir brûlé les plans de la ville de Bolène parce que vous apparaissiez en photo. Parce que les plans de la ville, que vous y soyez dessus ou pas, restent des plans de la ville. Et je pensais que la discussion qu'on avait eue hier soir, votre volonté d'être sur toutes les photos et de vous attribuer tout ce qui se passe bien. D'ailleurs, je vous renouvelle ce soir ma volonté de vous embaucher en tant que conseillère dès lundi prochain à la mairie de Bolène, puisque vous avez des idées originales aujourd'hui que vous n'aviez pas quand vous étiez maire, de faire en sorte, justement, de faire des économies sur des plans d'une ville. J'aurais pu découper votre photo, j'aurais pu, voilà, enfin, vous y étiez maire et nous l'assumons pleinement. Les Bolénois, d'ailleurs, s'en sont rendus compte et vous en ont sorti.
En ce qui concerne les orientations et les commentaires, beaucoup plus d'ailleurs constructifs que M. Mossy a pu porter dans ce débat, je veux répondre simplement. D'abord, sur la question de la DGF, vous l'avez compris, cette dotation globale de fonctionnement, il y a eu des réformes, je pensais qu'elle résisterait, elle ne résiste pas, c'est comme le fonds de péréquation intercommunale, on nous avait donné la fin pour 2017, nous sommes en 2022, il est toujours là, comme quoi les collectivités qui gèrent bien ou qui ont des bonnes capacités de ressources sont celles qui doivent être les plus solidaires en France pour les collectivités qui sont de plus en plus en difficulté. Parce qu'il s'agit quand même du fonds de péréquation, de cette dotation de solidarité finalement aux communautés de communes et aux collectivités qui sont plus en difficulté, qui ont moins de ressources. Nous n'en sommes pas là, même si certains voudraient qu'on le soit. Heureusement que nous n'en sommes pas là, parce qu'aujourd'hui, je le disais, nous avons décidé de reverser. Et d'ailleurs, je suis surpris que certains nous portent aujourd'hui des procès, alors qu'ils ont pendant des années sont opposés à tout. Syndicat des ports de Provence pour les déchets, dont on paye aujourd'hui une augmentation du coût du traitement des déchets parce que certains ont refusé. On a refusé de mettre des agents dans un bâtiment communal. Ça nous a fait porter à 60 000 € de loyer, là encore une fois, par l'obstination de certains. Et on continue comme ça à égrener des refus de transfert qui ont permis justement d'accompagner directement les communes parce que nous l'avons décidé dans des fonds de concours et dans des accompagnements directs aux communes dès lors qu'on n'avait pas la capacité de créer de nouvelles compétences, puisque la ville-centre avait ce pouvoir, ce veto qu'elle a utilisé pour faire en sorte, alors pas pour tout, hein, l'art d'accueil des gens du voyage, si vous voulez, je n'avais même pas demandé qu'elle nous la transférait, mais pour d'autres, on a eu besoin de plusieurs courriers, mais on n'a jamais eu de réponse positive. Sur les produits 2022, juste quelque chose qui me semble important sur le chapitre 70, vous l'avez dit, sur la question du prix de la cantine. Et c'est un sujet qui est éminemment important, parce qu'il touche au quotidien de nos ménages, des familles de notre territoire. Aujourd'hui, la création de la cantine, c'est 2,39 €. C'est le transfert de la compétence 2008. Heureusement d'ailleurs que d'autres maires à Bolène avaient acté le transfert qui a été effectif en 2008. Parce que mars 2008, nouvelles élections, arrivée de l'extrême droite à Bolène. Et là, je pense que s'il y avait eu ce transfert après cette date, le transfert de la cantine n'aurait jamais eu lieu. Donc, ça a été acté en 2008, mais sur des décisions qui avaient été prises en 2007 par l'équipe précédente. Et pour des raisons simples, c'est-à-dire que je ne vous ai pas parlé, pour des raisons simples, c'est tout simplement parce que la mutualisation des organes de cantine permettait de réduire les coûts, et notamment le fait qu'il y ait un seul site qui permettait de produire plutôt que d'avoir des cantinières sur tous les sites. Et donc c'était le sujet qui avait été évoqué. Bon, aujourd'hui, nous avons 40% de charges supplémentaires d'énergie. Et je vous le dis parce que j'ai aucun secret, aujourd'hui le prix du repas d'un enfant à la cantine coûte à la collectivité 11 €. Et nous le facturons 2,39 € depuis l'année dernière, et nous le facturons un peu plus cher aujourd'hui. Et donc vous avez fait un rapide calcul, 6 ou 7 € par 280, vous avez 2 millions de déficit sur le service de la restauration collective chaque année. C'est une position et une politique que nous assumons pour répondre à ce que vous venez de dire, au contraire. Parce que si nous devions mettre à l'équilibre ce service, Monsieur Mossy, aujourd'hui le repas coûterait entre 7 et 8 €. Donc nous le faisons volontairement, mais la politique sociale du territoire, et là c'est le maire de Bolène qui parle, c'est plus le président de l'Interco parce que je n'engage pas ma majorité là-dessus, mais je pense que c'est aux centres communaux d'action sociale de le porter. Nous avons aujourd'hui développé dans nos centres communaux d'action sociale, ce qui n'était pas le cas par la précédente majorité bolénoise, l'accompagnement à la tarification de la cantine scolaire. Nous venons de débloquer des dossiers de personnes qui, même à 2,39 €, ne pouvaient pas se payer le repas. Et je ne suis pas certain, mais c'est peut-être que personnel, je ne sais pas ce que pensent mes collègues, mais que cette augmentation n'empêche pas, vraiment, je vous le dis sincèrement pour l'avoir vécu au quotidien, n'empêche pas certaines familles d'inscrire tout de même leurs enfants à la cantine. Ils font d'autres économies sur peut-être un peu de téléphone, un peu de cigarettes, un peu de jeux vidéo, un peu de tout ce qu'il y a, mais ils ne le font pas sur leurs enfants. Par contre, je partage votre constat de dire que c'est peut-être le seul repas équilibré que prend un enfant par jour au sein de notre territoire. Donc nous avons pris cette décision, mais vous avez compris que de 3 € à 11, il y a encore du chemin à faire. Je ne dis pas qu'il faudra aller à 11, mais je pense que nous devrons, avec les 2 points d'inflation que nous prenons en 2021, et pour lequel vous avez remarqué qu'on n'a pas augmenté au taux d'inflation, il a fallu pas rattraper un retard parce que nous ne l'avons pas rattrapé, mais il a fallu de 2008 à 2022, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont du Lez, et depuis,
nous n'avons pas amélioré la question du coût de la vie et nous ne l'avons pas réactualisé. C'est donc important de le faire. Nous avons eu des personnes qui se sont bien évidemment exprimées là-dessus. Nous leur avons répondu et nous leur avons apporté le plus justement possible les raisons pour lesquelles nous avons fait ces repas. Et puis dernièrement, et je clôturerai là-dessus, je défie quiconque autour de cette assemblée de faire un repas entrée, plat, dessert dans une salle chauffée avec une carafe d'eau et un service, de faire un repas équilibré à 3 € par repas, ce qui, à mon avis, défie quand même toute concurrence. Et j'observe d'ailleurs, même si vous ne voulez pas que je le dise quand même, que des maires, même communistes, comme le maire d'Entraigues, sont à 5,20 € le repas. Donc nous avons encore un peu de marge pour faire en sorte d'être le plus juste possible et de ne pas finalement mentir aux habitants et leur faire croire que ça coûte rien, tout a un prix et en l'occurrence ça coûte de plus en plus cher. Et nous faisons quand même, avec ces 2 millions de déficit, des efforts sur d'autres compétences pour pouvoir assurer ce repas là-dessus, et je pense que c'est important. Sur la question 3 que vous évoquez, sur la mise à disposition de personnel, je vous répondrai que nous ne faisons rien en catimini, puisque toutes les mises à disposition sont délibérées par l'Assemblée intercommunale, et que par conséquent, il n'y a pas d'autres mises à disposition que celles que nous délibérons, puisque c'est la loi, et que nous nous soumettons à la loi sur la question des mises à disposition de personnel que l'on voit passer de temps en temps à la cantine, ici ou là. Le pôle médical, j'entends ce que vous dites, je partage la volonté de voir l'ARS rentrer dans la danse. Je précise au passage que nous avons fait un pôle médical, je le disais il n'y a pas très longtemps, qui, si nous avions dû le porter, aurait coûté 8 millions d'euros d'investissement à la collectivité, puisque c'est le prix du pôle médical, que nous avons payé entre 100, 130, 150 000 euros par an, ce pôle médical, alors qu'il aurait pu nous coûter 8 millions le faire. Nous l'avons fait parce qu'il était important pour la population d'apporter un soin particulier à ces populations-là, que nous ne sommes pas ni de l'ordre des médecins, ni hiérarchiquement au-dessus des médecins généralistes, et que c'est une profession libérale que nous respectons. On peut regretter qu'entre Noël et Jour de l'An, je le disais encore hier soir, il n'y ait pas eu un seul médecin de garde, parce que c'est pas forcément acceptable, surtout quand on y met de l'argent public, mais j'aurai l'occasion de le dire dans d'autres lieux. En tout cas, pour qu'on rentre avec l'ARS autour d'une maison de santé pluridisciplinaire, ce que nous travaillons, je vous assure que nous travaillons avec des anciens médecins, je pourrais les citer d'ailleurs, le docteur Houssier et le docteur Marchand. Nous allons travailler au mois de mars sur la constitution d'une association de médecins qui justement permettra de travailler avec l'ARS et de faire en sorte que la collectivité ne porte plus cet investissement directement. Mais je veux juste préciser que l'ARS n'intervient que dans les maisons de santé pluridisciplinaires dès lors qu'il y a un projet d'établissement porté par un médecin. Et dès lors qu'il n'y a pas de médecin qui porte le projet d'établissement, le président de la communauté de communes peut quand bien même trouver un médecin s'il ne veut pas signer. Je ne peux pas avoir d'action de l'ARS dans le dispositif de ce pôle médical, et je le regrette parce que j'aurais aimé qu'il en soit ainsi. Sur la question de l'indemnité des élus, vous l'avez raison de le préciser, mais j'entends votre demande, mais de toute façon c'est la loi et nous nous soumettons à la loi. Nous présentons, comme chaque année, depuis les dispositions de la loi, au moment du vote du budget, il ne vous a pas échappé que c'est un débat d'orientation budgétaire, mais pas le vote du budget, donc vous l'aurez pour le vote du budget, la présentation de l'ensemble. Ah, c'est pas... D'accord, pardon. Donc ça ne sera pas présenté à la communauté de communes, puisque la loi précise que c'est dans le mandat principal qui est à la mairie, et nous l'avons, nous, présenté hier soir, en orientation budgétaire, et donc ça sera présenté, mais là-dessus, on n'a aucun problème sur la question des indemnités d'élus, à agir en toute transparence pour faire en sorte que tout le monde sache. D'ailleurs, le vote des taux, tout est passé de manière très transparente au sein de cette assemblée. Nous ne volons pas les habitants. En ce qui concerne les déchets, je veux le dire parce que je voudrais terminer quand même sur cette note. Oui, nous avons prévu un effort, vous l'avez lu, sur la question de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et nous prévoyons, parce qu'au 1er juillet 2022, nous attaquerons des travaux conséquents. Nous mettons 700 000 euros avec le vice-président Garcia sur la question de la GEMAPI, sur les systèmes d'endiguement, qui est un vrai travail à la fois par le Rhône et puis par le Lèze et puis par le Lauson, qui prévoit des systèmes d'endiguement costauds dont nous allons être, peut-être pas vous directement, mais en tout cas la communauté de communes et son représentant, soumis pénalement à des restrictions, à des
obligations, et donc il nous faut déployer des moyens. Et donc, je le regrette, parce que c'est jamais agréable, mais quand l'État a décidé de se décharger sur les communautés de communes pour régler 40 ans de dérive sur la question des cours d'eau, des digues, comme il l'a fait récemment, il a prévu une disposition de la loi sur la question de la taxe GEMAPI, que nous n'avons jamais mis en place alors que d'autres l'ont fait ailleurs, parce que nous n'avions pas de besoin particulier. Nous avons obligation de nous mettre en conformité avec le décret de digue d'ici 2023 sur la question des digues du Lauson, sur la question des digues du Rhône, sur la question des digues du Lèze. Et par conséquent, nous avons besoin d'apporter des investissements supplémentaires de protection. Le président de l'Interco doit définir son système d'endiguement et doit pouvoir les financer, porter des études et des travaux. Cela a un coût. En plus de cela, nous avons les travaux de protection de la ville de Bolène contre les inondations du Lèze, qui démarreront le 1er juillet 2022, qui porteront la contribution de la CCRLP à 2 millions d'euros. Nous devons donc initier dès 2023 la question de la taxe GEMAPI. Ça fera partie des orientations 2023, mais je pense qu'il est important de le dire que tous ces travaux-là vont certainement générer un coût. Sur la question des déchets, écoutez, il ne faut pas tourner, je pense, autour du pot pendant 10 ans. Le service des déchets coûte 3,3 millions d'euros par an. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères rapporte 2,7 millions. Et donc de 3,3 millions à 2,7 millions, un rapide calcul nous dit que nous sommes donc en déficit de 700 000 euros. Alors nous ne sommes pas tellement en déficit, puisque c'est l'anomalie de la question des déchets, contrairement à l'assainissement, à l'eau potable, etc. C'est que c'est le budget général qui compense le delta du 700 000, puisqu'il faut bien payer le service des déchets. Il était d'ailleurs plus important du temps de votre passage, chère madame, lorsque vous gérez les déchets, et vous vous dites, oh là là, mais vous nous avez laissé un gap qui était beaucoup plus important. Et aujourd'hui, l'augmentation de la taxe générale d'activité polluante, cette fameuse TGAP, a augmenté, c'est l'État qui le fixe, hein, ce taux de taxe générale de l'activité polluante, a augmenté d'1 euro par an. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. On arrive à 2019 à 25 euros par tonne. Et donc, on a depuis 2020 une augmentation. Donc, 2020, je peux vous le dire, 25 euros la tonne, 37 euros en 2021, 45 euros en 2022, 52 euros en 2023, 59 euros en 2024, et 65 euros en 2025, et ça prend, vous l'avez compris, toujours le même delta, je ne sais pas jusqu'à quand d'ailleurs. Donc, on ne traitera pas plus de déchets, parce qu'on a une politique, et je le dirai, on a quand même redistribué sur le territoire 63 points d'apport volontaire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, qui permet justement de réduire le tonnage dans le sac ménager, ces bouteilles de verre qui pèsent, ces sacs plastiques, ces emballages, etc., etc. Nous allons certainement le développer, peut-être pas partout, mais dans la reconfiguration du marché, la question des cartons. Les gens consomment de plus en plus par la vente en ligne, etc. Ils ont de plus en plus de cartons chez eux. Ils les amènent pas forcément à la déchetterie, ça vole dans les campagnes. On veut rationaliser ça, et donc on va peut-être le faire partout sur le territoire, mais ça aura également un coût. Alors, la question, c'est de savoir qui doit payer ces 700 000 euros. Moi, je veux bien qu'on porte ce débat. Soit c'est le contribuable. Le contribuable paye déjà ces 700 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il les paye au travers de la contribution du budget général, qui n'est pas celui de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Benoît Sanchez l'a répété, et on s'est souvent attrapé depuis des années sur ce débat-là, mais il avait finalement raison de dire que aujourd'hui, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères couvre une partie du service du coût, c'est le cas, 2,7 millions sur 3,3 millions, et que le reste, c'est le budget général qui vient financer l'enlèvement des ordures ménagères. Mais là, et Christian Perron l'a dit parfaitement, là où il y a quand même un trou dans la raquette, et je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est que la part fiscale du contribuable qui paye le foncier, qui paye l'ensemble de la fiscalité du territoire, c'est pas forcément celui qui produit le déchet. Et je ne vais pas trahir un secret, nous avons 46% de la population à Bolène qui paye l'impôt, donc 46% de la population qui ne contribue pas aux charges du budget général, et qui pour autant, il me semble, hein, tout être humain normalement constitué, produit des déchets, et pour autant ne paye pas le traitement de l'enlèvement des ordures ménagères. Ça veut dire que près de la moitié sur le territoire de la population des foyers fiscaux ne paye pas d'impôts, et pour autant produisent des déchets. Alors, on peut tourner autour du pot pendant un moment. Je me rappelle, moi, qu'il y avait même, avant 2008, avant l'arrivée de Marie-Claude Bompard à la ville de Bolène, la TOM était à 0, et c'était le budget général qui payait la totalité. C'était le budget général qui payait la totalité de l'enlèvement des ordures ménagères.
Ce qui est, c'est peut-être le seul point que nous partageons, à mon avis, une hérésie, et c'est la mise en place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à Bolène qui a permis justement à celui qui produit le déchet de le payer. Donc 700 000 euros, nous avons souhaité le faire. Je veux juste préciser, pour le Bolénois par exemple, puisque c'est le plus gros volume de l'assiette. Aujourd'hui, 8 700 tonnes de déchets sont produits sur notre territoire par an. 4 967 tonnes par les Bolénois, par exemple. 4 967 tonnes sur 8 700. Nous avons aujourd'hui, et nous avons en 2022, une TGAP à 45 euros la tonne. Vous faites un rapide calcul, nous sommes à 223 000 euros de taxes. Uniquement de taxes par an, ce qui ramène à 18 000 euros par mois de taxes générales sur les activités polluantes. Nous proposons, par la proposition qui a été faite et qui a été acceptée, et je remercie l'ensemble des maires parce que ce n'est pas une décision facile, de faire en sorte de faire un effort contributif pour faire en sorte que finalement le coût du déchet soit le plus réaliste et le plus raisonnable possible, parce qu'on l'a aligné sur ce que nous devons payer aujourd'hui, mais nous ne sommes pas encore aux 65 euros de TGAP que nous connaîtrons en 2025. Et donc l'effort est considérable. Donc nous l'avons fait. Aujourd'hui, pour un Bolénois, l'augmentation, pas dans toute la ville, puisque nous sommes déjà à 12 à Bolène, mais sur une partie du territoire, ça représentera 6 euros par mois d'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un foyer bolénois. Vous aurez compris que quand on a 18 000 euros de taxes de TGAP par mois, juste pour traiter les ordures ménagères des Bolénois, faire un effort de contribution à 6 euros par mois qui soit porté, pas par toujours les mêmes, mais par ceux qui génèrent les déchets et qui, parce qu'ils sont locataires mais qui ne payent pas d'impôts, auront cette redistribution des charges de leurs propriétaires qui leur dira « Attendez, vous avez aujourd'hui des charges à payer ». Je pense que l'effort, quand il est consenti et qu'il est juste, il est d'ailleurs cet impôt, monsieur Mossy, plus juste que la GEMAPI. Parce que si on devait faire un comparatif de la TOM, tu produis un déchet, tu payes. La GEMAPI, elle est assignée sur la question de la fiscalité. C'est-à-dire, vous ne payez pas d'impôt, vous ne payez pas de GEMAPI. Donc ça veut dire que la GEMAPI, quand nous la mettrons en place, elle sera injuste, parce que le législateur l'a vu injuste. Elle concernera 50% de la population qui est imposable, et les 50% d'autres populations, même s'ils habitent à côté du Lèze, ne paieront pas la taxe de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des risques d'inondation. Preuve s'il en est, encore une fois, qu'il y a des taxes qui sont, et des fiscalités qui sont complètement, je crois, pas justes. Et celle-là, pourtant, elle est juste sur la TOM. Voilà pourquoi nous proposons ça. Alors, les efforts ici ou là consentis sont plus ou moins importants en fonction des taux qu'on arrive, mais je crois qu'avec un taux à 8 et un taux à 12, nous arrivons à faire en sorte d'une contribution la plus mesurée possible. On a du retard, on n'est pas la région de Strasbourg, on n'est pas le Grand Est de la France qui a une politique de déchets où à chaque fois qu'il y a un bout de plastique, il est revalorisé. On part de loin, mais en tout cas, je pense que les efforts que nous faisons porter sur la collectivité nous permet justement de déployer des PAV pour réduire ces 8 700 tonnes de déchets, parce que l'enjeu, il est là. Nous avons pris près de 1000 tonnes en une année. C'est pas normal, mais en même temps, nous avons eu des habitants qui ont été contraints de rester plus souvent chez eux et donc qui ont généré certainement plus de déchets. Et donc, c'est pour cela aussi que nous avons cette explication. Donc voilà, j'étais très heureux de vous présenter ces orientations budgétaires, même si certains grincent les dents par rancœur. Nous avons de belles ambitions pour le territoire, à près de 9 millions d'euros. Madame Bompard, vous avez la parole. Alors, je n'ai aucune rancœur, aucune. Simplement, j'analyse vos chiffres. Alors, vous avez beau parler pendant des heures et des heures. Les chiffres que j'ai avancés sont les bons et je n'en démordrai pas. Et je crois que, encore une fois, avant moi, la CRC est passée et a dit ce qu'elle pensait. Sur les compétences, monsieur Mossy, moi, je serais d'accord pour les passer. Encore faut-il les assumer. Quand vous voyez que depuis quelques mois, les villages reprennent certaines de leurs compétences, probablement, je ne connais pas la raison, mais probablement parce qu'ils ne sont pas satisfaits, forcément que la DGF, elle diminue aussi, vous comprenez? Alors, c'est bien d'avoir des compétences, c'est mieux de les assumer, c'est mieux de les assumer. Ce n'est pas le cas ici, on le voit. Par ailleurs, je répondrai sur la mutualisation. Si je parlais de ce bâtiment 2,2 millions qui a coûté, alors que je proposais, je ne parle pas des bâtiments administratifs, techniques, puisque c'était difficile de loger tout le matériel, puisque nous voulions nous-mêmes regrouper nos deux services qui sont... Pourtant, nous le faisons aujourd'hui. Qui sont séparés. Alors, je parle du bâtiment administratif. Économiser 2 millions les anciens s'en souviennent,
J'avais proposé, puisque l'hôpital se vendait à 1,6 million, que nous l'achetions en commun et que nous puissions faire un bâtiment administratif et autres, puisque nous y avions la place. Mais ça a été refusé. Il fallait se faire reconstruire un truc comme ça. Mais c'est de ça dont je parlais. Ensuite, je crois que vous n'avez toujours rien compris à la ZAC. La ZAC, elle est séparée en deux parties. Il y a une ZAC logistique, 70 hectares. Elle n'incombe pas du tout aux Bolénois. Ils n'ont pas payé 3 fois, puisque ça s'est passé entre la ville de Bolène et l'acheteur privé Rockspring qui a remboursé tout ce que la ville, par le biais de la CEMIB, qui était son mandataire, tout ce que la CEMIB avait dépensé, Rockspring en rachetant tous les terrains, c'était une opération blanche. Vos prédécesseurs, mais oui, vous pouvez hocher la tête, mais vous n'avez jamais rien compris quelle était. Là, maintenant, vous avez les 50 hectares, qui ne sont pas tout à fait 50 hectares d'ailleurs, à réaménager. Mais ce n'était pas prévu pour de la logistique d'ailleurs. C'est bien dommage parce que vous allez rajouter, vous avez modifié hier le PLU, c'est une erreur parce que vous allez rajouter camion sur camion et déjà que c'est une lourde charge pour les riverains, donc c'est une erreur supplémentaire. Donc voilà pour la ZAC. Ensuite, oui, alors Marie-Claude Bompard, il y a quelqu'un qui a laissé une piscine, oui, il y avait quelqu'un qui a une piscine, hormis, je rappellerai que avant que vous arriviez, nous avions refait tous les joints et que ça avait coûté énormément d'argent, mais malgré tout, monsieur, vous avez récupéré, vous avez payé une école là, ici, une place là, vous avez restauré. Alors ça veut dire que les autres villages, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont laissé, ils n'ont pas entretenu leur patrimoine non plus, à ce compte-là. Pourquoi toujours cibler Bolène? Vous n'avez pas refait les écoles à la Palue? Vous n'avez pas refait. À la Palue, vous avez drôlement aidé, sous le mandat de monsieur, votre prédécesseur, hein, monsieur. Donc il faut arrêter là de stigmatiser Bolène et les Bolénois et Marie-Claude Bompard. S'il vous plaît, ça suffit. Ensuite, je le redis, nous ne vous avons pas laissé à Bolène, une ville, une situation dramatique, puisque nous sommes exactement, avec les investissements à 9 millions d'euros par an pour les 3 dernières années, autant que l'Interco, monsieur. Vous voyez, grâce à l'Interco, d'ailleurs. Autant que l'Interco. Nous sommes aujourd'hui à un niveau d'endettement qui est inférieur à celui que j'ai trouvé en 2008 quand je suis arrivée et que vos collègues qui étaient en place m'avaient laissé 160 euros par habitant. On est actuellement à Bolène, suite à ma gestion, à 120 euros par habitant. 1200 euros par an, excusez-moi. Donc, problème de chiffres. Oh, ça arrive à tout le monde. C'est vrai que 220 Par ailleurs, je terminerai en disant, oui, écoutez, vous me reprochez de ne pas aller à la commission des finances. En fait, quand je sais qu'une commission des finances est tenue par quelqu'un qui n'a pas eu un rapport de la Chambre régionale des comptes parfaitement clean, je préfère effectivement ne pas m'y rendre. Et j'y suis venue une fois, mais vous n'y étiez pas. Et depuis, je n'y suis plus retournée, effectivement, parce que je trouve intolérable que ce genre de personne dirige la commission des finances. Ensuite, et je m'adresse à Madame Ricard, maintenant, et je m'adresse à Madame Ricard. S'il vous plaît. C'est une demande de Madame Prié. Parce que la Cour des comptes, elle a pris votre pédigré, je vous en avais dit, 50 pages, vous avez. S'il vous plaît. Madame, de l'argent. Madame Ricard, je m'adresse à vous parce que Madame Calero n'a pas pu venir aujourd'hui, pour raison de santé. Elle me dit qu'elle n'a toujours pas reçu le compte-rendu que vous lui avez promis il y a un mois, qu'elle attend sur la commission, où justement on parle de l'adhésion au CIP. Parce qu'elle a donc vérifié, eu égard au fait que vous avez dit qu'il y avait bien eu une commission débattante du CIP. Donc elle a repris tous les comptes rendus, elle n'a pas trouvé de compte rendu. Vous lui avez dit, je vous l'envoie, après au moment du conseil communautaire, elle ne l'a toujours pas reçu. Donc est-ce qu'il est possible de l'avoir, madame, s'il vous plaît? Oui, Madame Bompard, ça c'est dire, c'est faire abstraction de l'échange que nous avons eu avec Madame Calero. Je me rappelle plus quel jour. Vendredi, il y a 10 jours. Là. Voilà. Donc on s'est bien expliqué là-dessus. Et je pense que nous étions d'accord que nous ne parlions pas de la même chose. C'est-à-dire qu'elle ne me parlait pas du document auquel moi je pensais. Et nous nous sommes très bien expliqués en commission. Ah non.
Elle me demande aujourd'hui, j'ai eu par Écoutez, téléphone. Madame Bompard, quand Madame Calero reviendra, elle reposera la question, Mais elle non, lui mais répondra. pourquoi, comme- C'est facile de faire parler ceux qui ne sont pas là. Mais non. Donc elle reviendra, elle nous Non, dira non, ce qu'elle a à dire et puis nous le ferons. On- Ou sinon, elle a notre On adresse mail, reviendra dessus. elle a notre adresse postale, elle On nous reviendra écrit. dessus ensemble, et puis nous lui madame donnerons les Bompard, réponses, pas de madame. problème. Elle vous demande la... Mais non, mais vous tentez de faire en sorte qu'on fait l'obstruction sur les documents qui sont communiqués, enfin, s'il vous plaît, quoi. Vous venez pas, enfin, il y a un moment donné, vous pouvez, non, ça va, quoi. Madame Bompard, je suppose qu'elle vous a aussi transmis la demande que j'ai faite, c'est-à-dire que vous nous avez alerté l'autre jour en disant que, lorsqu'on a parlé du CIP, que vous aviez des amis qui étaient adhérents à ce syndicat et qu'ils nous avaient confessé qu'il y avait une explosion des tarifs et Oui. qu'il y avait du danger à adhérer à ce Oui. syndicat. Donc, moi, si vous dites ça, Madame Bompard, je veux avoir accès aux documents qui vous permettent de dire Ah mais ça. madame, vous êtes Donc, élue. Donc, Plaisanter. j'ai demandé à Madame Calero Ben oui. de me Tiens, présenter l'ami dont vous parliez, qui pourrait m'exposer Non, pas cette du tout. vue que nous n'avons pas. Voilà. Madame, vous êtes Bien, élue. merci. Donc, sur Attendez. ces orientations budgétaires, Madame Bompard, ça suffit, votre cirque commence à m'agacer. Donc, je suis très heureux d'avoir porté un débat d'orientation budgétaire à 9,2, mesdames, s'il vous plaît. Il y a des commissions, Madame Bompard, il y a des commissions. Venez travailler en commission, madame, et vous verrez qu'on donne tout en très grande transparence. Mais la réplique de l'extrême droite, c'est toujours de créer l'incident de séance et de se lever pour partir. Au revoir, madame. Et je présente une nouvelle fois mes excuses aux habitants du territoire qui nous suivent en ligne pour ce débat que vous avez voulu toujours mener à cette hauteur-là, qui n'est pas celle que nous voulons mener. Nous avons des orientations à 9,2 millions d'euros. Nous avons 5,4 millions d'excédents. Nous ne prévoyons rien d'autre que de financer des équipements qui nous permettent d'améliorer le confort de vie sur ce territoire. Le reste, c'est de la littérature, c'est du spectacle, c'est du théâtre que nous laissons à la Ligue du Sud. Très belle soirée à tous et à la semaine prochaine, le mois prochain pour le vote du budget.